La traite transatlantique, autrement dite la traite négrière. Un événement de l'histoire très marquant, 400 ans d'esclavage, que personne ne peut nier ni mettre de côté. Je suis Xavier Makanta, un passionné d'histoire. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker et surtout à être attentif sur ce sujet qui est plus qu'important. J'ai abordé beaucoup de documentaires à ces sujets, néanmoins je parle de l'histoire en général. Je ne suis pas juste orienté vers les traites. Mais j'ai remarqué que ces documentaires suscitent quand même pas mal d'intérêt. Il y a eu la traite arabo-musulmane qui a été traitée, la traite barbaresque, la traite intra-africaine, et on va s'intéresser à la traite atlantique qui est la plus connue. Pour moi, c'était pertinent d'être dans une démarche objective, donc j'ai choisi volontairement de commencer par d'autres formes de traite avant d'attaquer la traite transatlantique, celle qui premièrement, je pense, le mieux maîtrisée parce que je l'ai énormément étudiée et c'est celle qui me concerne en premier puisque je suis un noir. Ma mission premièrement, c'est de remettre l'histoire dans son contexte et surtout de la regarder avec un œil humain parce que finalement, peu importe notre couleur de peau, le sang qui coule dans nos veines est rouge. L'histoire a voulu nous séparer, nous diviser, falsifier les choses et nous rendre ennemis les uns contre les autres, mais moi, ce n'est pas mon but. La traite transatlantique n'est ni un accident de l'histoire, ni une dérive isolée. C'est un système économique mondial organisé, planifié et assumé qui s'est déployé entre la fin du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce système reliait l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Des millions d'hommes, d'enfants et de femmes ont donc été capturés pour alimenter les plantations de sucre, de coton, de café et de tabac qui ont enrichi durablement les métropoles européennes. Pour comprendre la traite transatlantique, il faut en analyser l'organisation, le fonctionnement, la violence et surtout l'héritage encore visible aujourd'hui. La traite atlantique commence au XVe siècle durant l'année 1444. Des navires portugais organisent les premières razzias documentées sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, notamment dans la région de l'actuelle Mauritanie et du Sénégal. Ces captifs sont ramenés au Portugal et vendus précisément à Lisbonne. Le basculement majeur arrive en 1492 avec le voyage de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. L'ouverture de l'espace atlantique et la conquête des Amériques créent un besoin massif de main-d'œuvre pour exploiter les nouvelles colonies. Les populations autochtones décimées par les violences et les maladies ne suffisent plus. Très vite, l'Afrique devient le principal réservoir de main-d'œuvre forcée. Plusieurs puissances européennes s'engagent durablement dans ce système. Le Portugal est le pionnier actif dès le XVe siècle et envoie des Africains noirs au Brésil. L'Espagne exploite les colonies des Caraïbes et de l'Amérique centrale. L'Angleterre s'impose au XVIIe et XVIIIe siècle, notamment dans les Antilles et en Amérique du Nord. D'ailleurs, je suis en train d'étudier un sujet très important, la déportation des Irlandais dans les Caraïbes. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce documentaire. Je suis toujours en train de lire et de me renseigner à ce sujet, mais ça fera certainement l'objet d'un prochain documentaire. La France développe un vaste empire esclavagiste à Saint-Domingue, qui est donc l'actuel Haïti, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Les Provinces-Unies participent via le commerce maritime et la finance. En Afrique, les principales zones de capture s'étendent de la Sénégambie au golfe de Guinée jusqu'au Royaume Congo et à l'Angola. Les côtes deviennent des espaces militarisés structurés autour de comptoirs européens. Dès le XVIe siècle, la traite transatlantique n'est plus marginale, elle devient un réel système international, soutenu par les États, les armatures, les banques et les compagnies commerciales. Alors, petite parenthèse, pourquoi on nous a enseigné que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ? Et pourquoi moi aujourd'hui je vous dis que c'est juste pas possible. Lorsque Christophe Colomb arrive dans les Caraïbes, le continent est déjà peuplé depuis au moins 15 000 ans. Des millions d'êtres humains y vivent, organisés en sociétés complexes avec des langues, des cultures, des systèmes politiques
et des économies. Les Taïnos, rencontrés par Colomb dans les Antilles, occupent déjà ces îles. Sur le continent, il existe déjà des civilisations avancées comme les Mayas, les Aztèques ou encore les Incas, mais aussi des centaines de nations amérindiennes en Amérique du Nord et du Sud. Colomb ne met jamais les pieds sur le continent nord-américain. Il accoste principalement aux Bahamas, à Cuba et à Hispaniola, qu'il croit être les Indes jusqu'à sa mort. Avant lui, d'autres contacts ont existé. Vers l'an 1000, les Vikings menés par Leif Erikson atteignent Terre-Neuve au Canada actuel, site aujourd'hui confirmé par l'archéologie. Le terme découverte reflète donc un point de vue européen qui ignore volontairement l'existence des peuples déjà présents. Historiquement, Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il a ouvert une route de conquête, de colonisation et d'exploitation. La traite transatlantique repose sur un mécanisme central qui est le commerce triangulaire. Un système économique structuré, répétitif et rentable reliant l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Depuis l'Europe, des navires quittent les ports chargés de marchandises manufacturées, armes à feu, poudre, alcool, tissus, métaux ou encore perles de verre. Ces produits ont une faible valeur en Europe, mais servent de monnaie d'échange sur les côtes africaines. En Afrique, ces marchandises sont donc échangées contre des êtres humains capturés et destinés à la déportation. Les captifs sont regroupés, stockés et comptabilisés avant l'embarquement. Chaque individu est intégré dans une logique comptable. Les navires traversent ensuite l'Atlantique vers les Amériques où les captifs sont vendus sur les marchés coloniaux. Ils deviennent une force de travail contrainte, exploités dans les plantations de sucre, de coton, de café ou encore d'indigo. Ce système enrichit durablement plusieurs ports européens. En France, Nantes, Bordeaux et La Rochelle. En Angleterre, Liverpool et Bristol. Au Portugal, Lisbonne. Et dans les Provinces-Unies, Amsterdam. Ces ports concentrent les armateurs, les banques, les compagnies d'assurance et les industries de transformation. Les profits de la traite irriguent l'économie européenne et participent à l'essor du capitalisme mondial. À l'échelle globale, environ 12 à 15 millions d'Africains sont déportés vivants vers les Amériques. Et ce chiffre n'inclut pas le million de morts survenus avant l'embarquement ou pendant la traversée. Et dans ce système, l'esclave noir africain n'est pas un travailleur, il est un investissement, un actif mobile dont la rentabilité est calculée. Mais alors comment ces populations africaines ont été capturés. Dès le XVe siècle, les puissances européennes stimulent des razzias, des expéditions punitives et des guerres locales. Ces conflits ne sont pas inventés, mais instrumentalisés et amplifiés par l'arrivée des armes à feu, des débouchés commerciaux et des profits. Des intermédiaires africains participent à la capture. C'est un sujet que j'ai abordé dans le documentaire sur la traite intra-africaine. Leur rôle existe, mais il s'inscrit dans un système mondial dominé par l'Europe, qui contrôle les marchés, les prix, les routes maritimes et l'écoulement des captifs. La traite répond à une demande extérieure structurante. Les personnes capturées sont enchaînées et contraintes à des marches forcées vers les côtes atlantiques. Ces trajets peuvent durer des semaines, parfois des mois, sur des centaines de kilomètres. La faim, l'épuisement, les violences et les exécutions sommaires provoquent une mortalité massive avant même l'arrivée au littoral. Sur les côtes, les captifs sont amenés sur les barracoons. D'ailleurs, je recommande vivement ce livre, Barracoon. C'est l'histoire du dernier esclave américain. C'est un livre hyper bien écrit, hyper intéressant. Et on a le témoignage, dernier esclave en tout cas, vivant, qui témoigne. Il s'appelle Cudjo Lewis. Il est rencontré par la jeune anthropologue Zora Neale Hurston. Et il raconte son voyage depuis le Dahomey, qui est l'actuel Bénin, et comment il a été envoyé en Amérique. Donc les barracoons, ce sont des camps de détention rudimentaires. Les familles sont séparées, les langues mélangées, les noms effacés. Les corps sont inspectés, marqués, triés selon l'âge, le sexe et la capacité de travail. Le passage du milieu désigne la traversée de l'océan Atlantique. Entre l'Afrique et les Amériques, elle dure en moyenne 6 à 10 semaines. À bord des navires négriers, les captifs sont entassés dans les cales, allongés côte à côte, enchaînés par le cou, les poignets
ou les chevilles. L'espace accordé par personne est souvent inférieur à 1 mètre de longueur, l'air est rare et l'obscurité est constante. Les conditions sanitaires sont catastrophiques, la promiscuité favorise la propagation des maladies, dysenterie, scorbut, fièvre, infections diverses. L'eau est rationnée, la nourriture minimale, les corps affaiblis deviennent rapidement des foyers de contamination. Les violences sont permanentes. Malgré cela, les résistances existent, des révoltes éclatent à bord, parfois dès l'embarquement, parfois en pleine mer. Certaines sont réprimées dans le sang, d'autres conduisent à des suicides collectifs. Les captifs se jettent à l'eau, refusant l'asservissement. L'Atlantique devient ainsi un cimetière humain. Arrivés dans les Amériques, les captifs survivants sont mis en vente par les enchères. Hommes, femmes et enfants sont exposés, palpés, évalués, séparés selon l'âge, le sexe et la force physique. Les familles sont donc définitivement brisées. Sur le plan juridique, l'esclave est réduit au même rang qu'un meuble. Dans les colonies françaises, ce statut est formalisé par le Code noir de 1685, qui autorise les châtiments corporels, nie toute personnalité juridique et légalise la transmission héréditaire de l'esclavage. La durée moyenne de vie d'un esclave dans certaines plantations sucrières est inférieure à 10 ans, ce qui pousse les colons à privilégier l'importance continue de nouveaux captifs plutôt que l'amélioration des conditions de vie. Contrairement à l'idée reçue sur la traite transatlantique, l'esclavage n'a jamais été accepté par les populations qui ont été réduites en esclavage. Dans les plantations, les esclaves pratiquent le sabotage, le ralentissement du travail, les fuites. Le marronnage devient une stratégie centrale. Des esclaves s'échappent et fondent des communautés autonomes, notamment en Jamaïque, au Suriname, au Brésil et dans les Antilles françaises. Des révoltes armées éclatent régulièrement, sévèrement réprimées, mais certaines changent réellement le cours de l'histoire. En 1791, à Saint-Domingue, débute la plus grande révolte servile de l'époque moderne. Après 13 ans de guerre, elle conduit à la création de Haïti en 1804. Première république noire indépendante issue d'une insurrection d'esclaves. Au XIXe siècle, les abolitions se multiplient sous effet combiné des luttes des esclaves, des révoltes, des répressions politiques et des transformations économiques. Les dates clés, c'est le Royaume-Uni en 1833, la France en 1848, les États-Unis en 1865 et le Brésil en 1888. L'abolition n'est pas un geste humanitaire soudain, elle est le résultat des résistances continues, rendues possibles lorsque l'esclavage devient moins rentable que d'autres formes d'exploitation. L'identité imposée par l'Europe. Voilà, c'était un documentaire sur la traite transatlantique. J'espère que cela vous a plu. Je vous rappelle que je suis en train de réfléchir à l'écriture d'un essai, Atlas des traites humaines, qui récapitulerait toutes les traites qui ont eu lieu depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui pour mettre en avant un soupçon d'humanité qu'on devrait avoir. Je vous remercie d'avoir suivi ce documentaire. On se dit à la prochaine pour une vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Et merci pour tout. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.